On y va, Fabienne? Je vois qu'il y a déjà 152 personnes connectées. Bien sûr, Jean-Louis. Alors, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier webinar. Il va être consacré à la prévention des risques professionnels, organisé avec la CARSAT Sud-Est, que je salue, parce que c'est ma région et j'ai eu plaisir de travailler avec les gens qui ont participé en partenariat avec la CNAM, que je remercie vivement. Depuis de nombreuses années, les établissements sanitaires constatent une évolution importante de la sinistralité dans nos activités de soins. Donc, notre secteur est souvent comparé à celui du bâtiment, historiquement connu pour avoir une sinistralité plus haute parmi les branches. Nous devons donc trouver aujourd'hui les bons outils et les moyens associés pour nous permettre de prévenir les risques professionnels et développer les moyens afin de prendre soin de nos collaborateurs. Si depuis plus de 10 ans, une partie de nos établissements ont pu prétendre à des cofinancements publics en matière de mise en place d'actions de prévention, notamment via une convention nationale d'objectifs conclue avec la Caisse nationale, l'engagement d'une véritable démarche de prévention des risques suppose une expertise spécifique. C'est pourquoi nous avons pris attache avec la CARSAT Sud-Est, historiquement impliquée sur ces sujets dans notre secteur. Dans les années 2000, ces préventeurs ont participé avec l'INRS à la création du dispositif APA pour le secteur médico-social, nos amis donc du CINERPA et des maisons de retraite, transposé ensuite à nos établissements sanitaires. Certains parmi vous ont par ailleurs d'ores et déjà engagé une démarche de prévention des risques ou d'amélioration de la qualité de vie au travail. Fort de cette expertise, nous sommes heureux de vous proposer ce premier webinaire intitulé « Optimiser l'organisation de la prévention des risques professionnels de son établissement ». Il va être assuré par M. Grégory Ferrara, contrôleur de sécurité au centre de formation de la CARSAT Sud-Est. Pendant la présentation de M. Ferrara, Frédéric Gérald, contrôleur de sécurité, et M. Alain Brunel, ingénieur conseil au sein de la même CARSAT Sud-Est, pourront répondre à vos questions. Ce premier thème sera divisé en 4 temps pour vous donner des règles, plutôt des repères réglementaires et méthodologiques en matière d'évaluation des risques professionnels. Donc, d'abord, appréhender le contexte de l'évaluation des risques professionnels, définir les risques professionnels, découvrir les différentes approches d'évaluation des risques et enfin, échanger sur les différentes perspectives. À l'issue de cette présentation, un long temps d'échange doit vous permettre de répondre à vos interrogations. Vous pourrez d'ores et déjà, le chat est à votre disposition, poser vos questions. Ce webinaire nous sera également proposé en replay, vous pouvez y revenir. Nous préparons déjà différents outils pour vous faciliter l'appropriation de la démarche de prévention. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 23 mars 2023 pour une seconde séance qui sera consacrée à une thématique à fort enjeu et où on présentera à travers des établissements en lien les résultats de la grille de positionnement de santé et sécurité au travail, l'outil d'auto-évaluation des établissements en matière sera présenté dans quelques minutes. Voilà. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous remercie tous pour votre attention. Je crois que je cède la parole à M. Ferrara. Alors, je crois, M. Morisi, je vais me permettre de l'apprendre, Jean-François Adam. Donc, je suis directeur des risques professionnels de la CARSAT Sud-Est. Je voulais simplement dire quelques mots pour l'ouverture de ce webinaire. Je vous remercie d'ailleurs de votre accueil. Et puis, comme vous l'avez évoqué en introduction, c'est une démarche qui remonte à quelques années maintenant, qui s'est fait avant tout sur le terrain. C'est souvent comme ça que les choses se construisent. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre à votre disposition une expertise que Alain Brunel, Frédéric Gérald et Grégory Ferreira ont développé avec d'autres préventeurs au cours des années. Et donc, c'est quelque chose de très opérationnel qu'on veut vous proposer et partager avec vous. Alors, peut-être simplement, rapidement, la CARSAT, probablement vous la connaissez, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Il y en a 16 sur le territoire français. Nous travaillons en réseau et sous l'égide de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et évidemment, nous avons à la fois des objectifs nationaux et des objectifs régionaux.
Donc, effectivement, le secteur de l'aide et soins à la personne, du secteur médico-social et de la santé fait partie de nos priorités. Et donc, c'est effectivement un sujet sur lequel on a développé, encore une fois, cette expertise. Alors, la CARSAT, c'est un assureur social solidaire. C'est vraiment notre ADN, avec les 3 missions de l'assureur: la prévention, la tarification et la réparation. Alors, la réparation, évidemment, elle est menée avec les caisses primaires d'assurance maladie. Nous, nous intervenons uniquement sur la reconnaissance des maladies professionnelles et sur la gestion du dispositif de l'amiante. Côté tarification, vous le savez, nous calculons et notifions les taux de cotisation pour toutes les entreprises du régime général, avec un taux moyen qui est de l'ordre de 2,2-2,3%. Et côté prévention, nous avons des équipes d'ingénieurs conseils, contrôleurs de sécurité, qui vont sur le terrain des entreprises pour les accompagner et mettre à disposition des moyens, des incitations financières, vous l'avez évoqué, une expertise technique, un laboratoire interrégional de chimie et un secteur aussi très important, la formation, dont fait partie Grégory Ferreira. Alors, quand on monte une démarche de prévention, il est très important pour nous d'apprécier le contexte de l'activité dans laquelle on intervient. Et effectivement, votre activité, elle est soumise effectivement à une diversité des métiers, à une diversité des établissements. Vous êtes des établissements recevant du public, vous pouvez être des installations classées, donc ça fait une diversité et un champ à prendre en compte. Vous êtes un milieu où la plupart des risques sont connus et effectivement également où il y a des notions institutionnelles avec des préconisations de la Haute Autorité de Santé, des notions de qualité, de gestion des risques qui sont prégnantes, avec une organisation forcément assez complexe pour prendre à la fois en compte les risques associés aux soins, les risques associés au processus et les risques professionnels. Donc c'est pour ça que et vous l'avez rappelé, l'objectif de ce premier webinaire, c'est vraiment de travailler sur la vision de l'organisation en prévention des risques professionnels et en y mettant au cœur l'évaluation des risques professionnels. Cette évaluation des risques professionnels, vous l'avez constaté en 2021, qui a été renforcée avec la loi concernant les services de santé au travail, avec la nécessité de mettre à jour de façon renforcée l'EDU et la mise en place d'un programme d'action de prévention des risques professionnels. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment très clair. Nous l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de se faire plaisir en regardant des concepts. C'est toujours très intéressant d'échanger là-dessus. C'est vraiment d'avoir une démarche qui permet, à la fin, d'avoir des actions concrètes, opérationnelles, partagées en impliquant les salariés et qui se basent sur le travail réel et non pas le travail prescrit. Donc vraiment, tout le contenu de ce webinaire, c'est déjà de pouvoir mettre en avant cette nécessité d'aller vers une évaluation des risques qui permet à la fin d'agir en prévention et d'optimiser son organisation. Et je terminerai en disant évidemment que ça va contribuer à la fois à des objectifs avec des enjeux humains sur la diminution des AT et des MP, des enjeux sociaux parce que c'est un sujet fédérateur, c'est un sujet qui peut consolider le climat social et c'est un sujet qui peut aussi donner envie de venir travailler. Il y a des sujets d'attractivité, d'employabilité qui sont également très importants dans vos secteurs et c'est vraiment un sujet sur lequel on peut fédérer. Il y a évidemment les enjeux économiques de réduction des coûts directs, mais aussi des coûts indirects liés à l'absentéisme en particulier, et puis évidemment des enjeux juridiques et réglementaires. Donc on est vraiment sur un sujet très, très large en termes d'impact et sur lequel l'énergie que vous allez mettre, elle va pouvoir porter ses fruits sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je voulais vous souhaiter un excellent webinaire. Vous l'avez dit, c'est le premier, j'espère, d'une série qui vous permettra d'aller dans ce sens. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à nos experts qui sont avec vous aujourd'hui. Excellent webinaire. Merci, Monsieur Adam, pour cette introduction. Nous sommes absolument ravis d'engager cette série de webinaires pour nos adhérents avec la CARSAT Sud-Est et la CNAM. Juste quelques consignes avant de passer, bien sûr, la parole à Monsieur Ferreira pour sa présentation. Donc, vous l'avez compris, il y a 2 séquences. Donc, une présentation sur l'optimisation de l'organisation de la prévention des risques professionnels pour vous aider à engager une démarche, à la poursuivre,
donc présentation par Monsieur Grégory Ferreira, puis il y aura donc un temps d'échange après cette présentation d'à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant lequel vous pourrez poser en fait vos questions et bien sûr des réponses vous seront apportées oralement, mais parallèlement à la présentation de M. Ferreira, à qui je vais bientôt passer la parole, eh bien, vous pouvez également, dans l'onglet qui est en bas, questions-réponses, poser des questions par écrit et M. Brunel et M. Gérald, qui participent à notre webinaire, bien sûr, essaieront de vous répondre pour toutes les questions pour lesquelles ils peuvent vous apporter une réponse directement et rapidement par écrit. Sinon, bien sûr, on essaiera d'y répondre dans la deuxième partie de ce webinaire. Juste pour vous dire qu'il y aura un replay qui sera disponible et également des slides, les slides que M. Ferreira en particulier va utiliser pour sa présentation, qui vous seront communiqués. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Très bon webinaire. Monsieur Ferreira, vous avez votre micro coupé, il me semble. Vous m'entendez? L'affichage Est-ce est que vous parfait de votre m'entendez? présentation. Oui, oui, tout est bon. Oui. Ah, c'est mieux avec le son. Donc, je recommence alors. Donc, je vous remercie en tout cas tous les intervenants pour cette introduction. Donc, la demande initiale avait été en fait concrètement de centrer sur l'élaboration du document unique. Et après concertation, nous avons défini un objectif un peu plus général, à savoir optimiser l'organisation de la prévention des risques professionnels de son établissement. Le fil conducteur de ce webinaire sera de répondre à cette question essentielle. Concrètement, comment agir en prévention dans son établissement? Pour cela, l'évaluation des risques professionnels constitue un élément clé de votre démarche globale de prévention. Nous aborderons des repères réglementaires, avec notamment l'évolution des textes concernant la loi santé au travail de 2021, mais surtout des repères méthodologiques. Donc, dans un premier temps, nous évoquerons le contexte particulier de l'évaluation des risques professionnels dans les établissements de santé. Ensuite, pour pouvoir agir en prévention, nous partagerons la notion de risque professionnel. Nous présenterons les différentes approches pour évaluer les risques professionnels. Et enfin, nous envisagerons les perspectives suite à ce premier webinaire et nous réserverons un temps d'échange pour répondre aux éventuelles questions. Donc, la notion de risque dans les établissements de santé est une notion incontournable. C'est un sujet d'actualité et il existe un lien fort entre qualité et gestion des risques. Dans vos établissements, vous disposez de ressources telles que des chargés de mission qualité et gestion des risques, des qualiticiens gestionnaires des risques, qui mettent en œuvre la politique qualité de vos établissements, qui pilotent la démarche de certification et qui assurent le suivi et la mise à jour de la cartographie des risques et éventuellement du document unique. Si on s'intéresse de plus près à cette cartographie des risques, son objectif est d'avoir une vision globale et hiérarchisée des risques auxquels une organisation est exposée. Donc, comme l'a dit Jean-François Adam, en ce qui vous concerne, on va retrouver les risques associés aux soins avec les conséquences pour le patient, les risques liés au processus avec les conséquences pour l'établissement et également les risques professionnels avec les conséquences pour les collaborateurs. Il existe un lien évident entre ces trois risques. La prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail permettent à vos équipes de proposer une prise en charge et des soins de qualité. Alors nous allons nous intéresser bien sûr aux risques professionnels. Donc pour pouvoir agir en prévention, encore faut-il partager les mêmes notions et les mêmes définitions du risque professionnel. Alors, que sont les risques professionnels? Comment les définir? Nous vous proposons cette définition. Un risque professionnel est la probabilité d'apparition d'atteinte à l'intégrité physique, mais aussi mentale, d'un individu en situation de travail. Cette atteinte à la santé peut donner lieu à reconnaissance en tant qu'accident de travail
et aussi en tant que maladie professionnelle. Sans rentrer dans une étude statistique, on peut s'intéresser à un indicateur que tout le monde suit, j'imagine, ça va être le nombre de journées perdues. Et on constate que malheureusement, dans votre domaine d'activité, les conséquences des risques professionnels sont importantes et peuvent avoir des effets sur la réalisation de la mission des établissements, à savoir assurer des soins de qualité aux personnes en toute sécurité. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de la réglementation concernant l'évaluation des risques professionnels. Donc, la directive européenne de 89 établit les bases du droit en matière de santé au travail. En droit français, la directive a été transposée par différents textes. Il est intéressant de connaître les origines de ce que l'on nous demande de faire pour pouvoir donner du sens à nos actions. Dès 91, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur met en œuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention. Donc, il existe 9 principes généraux de prévention. On ne va pas tous les détailler, mais on va s'intéresser aux 2 premiers. Ce que demande la réglementation, et notamment issue de la directive européenne, dans un premier temps, c'est que l'employeur doit éviter les risques. Ensuite, il doit évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre qu'on doit évaluer les risques parce que finalement, ils ne peuvent pas être évités dans tous les établissements. En 2001, le document unique « Formalisation de l'évaluation des risques professionnels » est devenu une obligation pour toutes les entreprises. Et en 2021, avec la loi Santé au travail, celle-ci renforce la mise à jour du document unique, mais surtout l'article L4121-3-1 demande que les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qu'on appelle généralement PAPRIPACT. Cette évolution de la réglementation est intéressante. Pour de nombreuses entreprises et établissements, l'évaluation des risques professionnels se résumait souvent à l'élaboration d'un document unique. On avait fait notre document unique et on avait répondu à la réglementation. Or, la finalité de l'évaluation des risques n'est pas uniquement le DU, mais bien le plan d'action qui en découle pour pouvoir agir en prévention. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différentes approches, parce que évaluer les risques professionnels, ce n'est pas si évident que cela, surtout quand on a des organisations complexes et un panel de métiers et d'unités de travail. Donc, je vous rassure, les différentes approches, on va aborder 2 approches qu'on le retrouve couramment. Alors, qu'en est-il dans la pratique ? Souvent, la politique en santé et sécurité au travail se limite au respect des exigences réglementaires. Donc, de façon logique, la première approche va être une approche par les risques. Si on aborde un petit peu les différentes étapes de l'évaluation des risques professionnels, dans un premier temps, on vous demandera de définir les unités de travail. Pour cela, la circulaire du 18 avril 2002 détaille ce que sont les unités de travail et donne la définition des unités de travail. Je vous laisse là en prendre connaissance, mais généralement, par expérience, dans vos établissements, vous avez déjà cette définition des unités de travail et vous les avez toutes, en tout cas, très bien définies. Ensuite, une fois qu'on a défini les unités de travail, il va falloir identifier les risques. Donc, logiquement, on va s'orienter vers une approche par les risques. L'INRS détaille, vous avez accès au site de l'INRS, va détailler la liste des risques auxquels potentiellement les salariés peuvent être exposés. Donc, concrètement, une fois qu'on a identifié les risques, il va falloir alors les évaluer, qui est finalement le cœur du nom de l'évaluation des risques professionnels. Pour pouvoir évaluer les risques, vous allez souvent utiliser une matrice de cotation et on va s'intéresser à cette matrice qui est souvent utilisée ou qu'on rencontre souvent dans les établissements ou les entreprises que l'on visite. Alors, cette matrice, elle est, on va dire, assez simple à utiliser. Par contre, on va mettre en avant 2 points de vigilance ou 2 écueils sur lesquels on aimerait bien
partager notre retour d'expérience. Donc, vous voyez que dans un premier temps, on va avoir la gravité du dommage qui va être cotée de 1 à 4, et ensuite, on va avoir la fréquence d'apparition qui va être également cotée de 1 à 4, ce qui permettra ensuite de définir des niveaux de priorité. Le premier écueil, c'est en ce qui concerne le niveau de fréquence d'apparition. Nous allons remplacer plutôt la notion de fréquence d'apparition par la notion de fréquence d'exposition. En effet, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'accident de travail que les salariés ne sont pas exposés. Et si vous utilisez la fréquence d'apparition du dommage, il y a de grandes chances que vous minimisiez le niveau du risque auquel est exposé le salarié. Donc, nous vous conseillons fortement de remplacer cette notion de temps, de fréquence d'apparition par temps d'exposition. Le deuxième écueil sur lequel on voudrait porter votre attention, ça va être concernant notamment ces deux cotations que l'on va retrouver au niveau 4. Donc, concrètement, quelque chose qui est très fréquent mais pas grave, vous allez le noter à 4. Et quelque chose qui est très grave mais pas fréquent, vous allez et très fréquent, vous allez le noter à 4. Concrètement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous les notez à 4, vous allez tous les deux les mettre en priorité 2. Nous vous conseillons, concernant la notion de gravité du dommage, dès lors que la colonne, vous estimez que la gravité du dommage est de 4, de mettre cette colonne en priorité 1, parce que potentiellement, même si les personnes ne sont pas souvent exposées, le dommage qui en résulte peut être très important et peut avoir des conséquences humaines, mais aussi sur le plan juridique. Donc, cette cotation va nous permettre d'évaluer les risques, c'est-à-dire de donner une valeur aux risques et de pouvoir hiérarchiser les risques par unité de travail. Une fois que vous avez évalué les risques, vous allez ensuite rechercher des mesures de prévention. Dans la recherche de mesures de prévention, on va avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir trouver des mesures organisationnelles, techniques ou humaines. Et enfin, vous allez mettre en œuvre votre plan d'action de prévention à l'issue de votre évaluation des risques professionnels. Alors, de façon très générique et un petit peu caricaturale, on va faire une petite étude de cas. On va la partager ensemble. Donc, en ce qui concerne l'unité de travail, on va choisir le service de soins de suite et de réadaptation. Dans ce service de soins de suite et de réadaptation, on va pouvoir identifier différents risques. Et nous, on va s'intéresser à un risque particulier, celui des risques liés à la manutention manuelle, qui représente à peu près 8 maladies professionnelles sur 10 reconnues en France, quelle que soit l'activité, et un accident de travail sur 2. Donc, nous allons ensuite utiliser une matrice de cotation pour pouvoir évaluer ce risque lié à la manutention manuelle dans ce service de soins de suite et de réadaptation, ce qui nous permettra ensuite de rechercher des mesures de prévention. Donc, dans la recherche de mesures de prévention, ce qu'on retrouve souvent, ça va être cette fameuse formation gestes et postures que l'on retrouve dans les plans d'action. Et cette formation gestes et postures est planifiée annuellement dans les établissements. Vous avez, avec cette approche par les risques, répondu réglementairement. Donc, le point positif, c'est que cette approche par les risques est une réponse réglementaire. Et puis, sa mise en œuvre peut être, on va dire, assez rapide. Hein, en tout cas, comparé à la prochaine approche que je vais vous présenter. Par contre, les plans d'action se limitent souvent aux formations, aux équipements de protection individuelle ou aux consignes. Le point commun de ces 3 actions de prévention sont des mesures humaines. Malheureusement, ces mesures humaines ne sont pas stables ni efficaces dans le temps. L'autre limite de cette approche par les risques, c'est que les moyens sont génériques et descendants et qu'ils ne rencontrent pas les attentes des équipes. Face à ce constat, et qu'on retrouve dans les établissements ou dans les entreprises que l'on visite, on regarde souvent les plans d'action qui découlent de l'évaluation des risques professionnels. Nous allons en fait proposer une autre alternative, à savoir l'approche par les situations de travail. Donc,
une des conditions de réussite d'une démarche de prévention, pour pouvoir agir en prévention, toujours notre fil conducteur, c'est de prendre en compte la réalité des situations de travail. Cette prise en compte de la réalité des situations de travail, on va la retrouver notamment dans l'édition documentaire 902 de l'INRS, que je vous invite à télécharger, qui est disponible sur le site de l'INRS et qui présente les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de prévention. Concrètement, vous allez avoir une liste de bonnes pratiques et de valeurs essentielles qui sont portées par le réseau Assurance Maladie Risque Pro et l'INRS. Et ça sera à vous de transformer ces bonnes pratiques et ces valeurs essentielles en conditions de réussite de votre démarche de prévention. On va pouvoir s'attarder sur deux éléments que l'on retrouve et sur lesquels on s'est appuyé pour vous proposer l'alternative, c'est-à-dire une autre approche de la prévention des risques professionnels. Donc, une véritable politique de maîtrise de la santé et sécurité au travail va reposer sur la prise en compte des activités de travail réelles et leurs conséquences, et bien discriminer et ne pas se contenter de la définition de travail prescrit, mais bien d'analyser le travail réel. Donc, sur le papier, on comprend, on adhère. Maintenant, concrètement, comment le mettre en œuvre? Donc, on va faire les mêmes études de cas. On va devoir définir les unités de travail. Donc, on va prendre toujours notre service de soins de suite et de réadaptation. On ne va pas identifier les risques, mais par contre, nous allons repérer les situations dangereuses. Approche par les situations de travail en associant les salariés. Donc, la démarche qu'on vous propose, c'est une démarche participative, pas uniquement descendante, mais plutôt ascendante, en associant les salariés pour que les salariés puissent vous remonter des situations de travail spécifiques qui peuvent leur poser problème, aussi bien sur la qualité des soins, mais nous, en ce qui nous concerne, sur la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail. Donc, nous allons avoir, par exemple, une situation telle que le transfert d'un patient lit-fauteuil, avec une situation bien spécifique liée à la typologie du transfert et puis à la spécificité de la personne à mobiliser. Donc, on s'intéresse à cette situation et on va ensuite associer un ou des risques et les analyser. Pour pouvoir associer le risque, donc nous avons le risque toujours lié à la manutention manuelle, mais surtout, on va vous présenter une méthode d'analyse des situations de travail. Alors, je ne vais pas vous la présenter et la détailler là, mais sachez que pour beaucoup de personnes, ça va vous parler. Il existe un dispositif de formation qui est démultiplié, qui est porté par le réseau Assurance Maladie Risque Pro et l'INRS, à savoir le dispositif PRAP, c'est-à-dire la prévention des risques liés à l'activité physique. Ça permettra de rendre acteur le salarié de sa prévention et d'être en capacité d'analyser les situations de travail et d'identifier les risques auxquels il est exposé. Ensuite, sur les bases de cette analyse, on va pouvoir ensuite utiliser peut-être une autre méthode de cotation et évaluer les risques. Enfin, on recherchera des mesures de prévention et on mettra en œuvre le plan d'action. On va s'intéresser plus particulièrement à cette mise en œuvre du plan d'action et à la recherche de mesures de prévention. Nous allons, avec cette prise en compte de la réalité des situations de travail et surtout en lien avec l'analyse de la situation de travail, pouvoir en fait détailler les différentes composantes de la situation dangereuse et peut-être trouver d'autres mesures de prévention autres que une formation à la fameuse formation gestes et postures. Pour cela, on peut répondre aux premiers principes généraux de prévention que nous avons vu précédemment. Comment éviter le risque en se centrant sur la situation de travail? Donc, se poser collectivement la question en amont de savoir pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on le fait ainsi. Est-on obligé de le faire et de le faire ainsi? L'acteur PRAP pourra évaluer l'environnement, les capacités de la personne aidée à prendre part à son déplacement et les risques pour le réaliser. Si toutefois, il faut réaliser le transfert et qu'il n'y a pas d'autre moyen en tout cas, on ne peut pas éviter la situation, alors on se posera la question, est-ce qu'on peut le faire autrement? Comment réduire les activités physiques conduisant à des atteintes périarticulaires qui malheureusement sont souvent
regroupe souvent la majorité de vos actions de travail et maladies professionnelles. Pour cela, on peut envisager la mise en œuvre d'une aide technique compensant les capacités abolies de la personne aidée. On peut choisir le matériel en associant les collaborateurs. On peut également adapter l'organisation de travail, et notamment en rendant le matériel disponible sur le stockage, sur sa maintenance. On peut former le personnel à l'utilisation des aides techniques. Et puis, on peut concevoir et aménager les situations de travail dans un temps un peu plus lointain. Mais en tout cas, on a ici élargi le plan d'action avec pas uniquement des mesures humaines, mais surtout des mesures organisationnelles et techniques. Concrètement, l'évaluation de risques professionnels et cette approche par les situations de travail permet de faire le lien souvent entre l'organisation de travail et la santé des collaborateurs. Cette approche permet également de répondre aux enjeux de santé au travail des établissements. Donc, M. Adam vous l'a évoqué, on va pouvoir un petit peu les détailler. Les résultats attendus d'une démarche participative de prévention permet de répondre aux enjeux humains, élargir le plan d'action avec des mesures organisationnelles et techniques. Ça permet également d'améliorer la prévention et les conditions de travail. Ça permet de diminuer les accidents de travail et les maladies professionnelles. Concernant les enjeux sociaux, ça permet de répondre aux attentes du terrain. Ça contribue à l'amélioration du climat social. On reconnaît les salariés impliqués dans leur travail, mais aussi dans la démarche de prévention. On n'est plus sur une prévention subie, mais une prévention choisie. Et puis, ça contribue peut-être à l'attractivité, à l'employabilité, sachant qu'aujourd'hui, suite à la période sanitaire qu'on a traversée, la notion d'attractivité, d'employabilité est de plus en plus prégnante dans les établissements et dans les entreprises. De façon indirecte, si vous diminuez les actions de travail des maladies professionnelles, donc ça réduira les coûts directs de votre taux accident de travail maladie professionnelle, et également les coûts indirects avec notamment l'absentéisme et les jours qu'on a pu observer lors de la présentation. Et enfin, le document unique sera en fait un outil de management réglementaire et ça contribuera à améliorer la qualité des prises en charge et des soins envers vos patients. Donc, la démarche participative de prévention par les situations de travail ne se décrète pas et nécessite une démarche participative de prévention. Je peux, alors je ne sais pas si Frédéric ou Alain, mais Frédéric, tu peux peut-être illustrer au travers d'une action qu'on avait menée ensemble. Tout à fait. Merci. On avait été sollicité par un ensemble d'établissements qui souhaitaient justement mettre en place cette démarche participative pour fédérer les équipes autour du thème de la prévention et surtout des conditions de travail de leurs salariés. Donc, c'était une démarche qui a été initiée par le président. Donc, voilà, c'est aussi cette dimension du plus haut niveau de l'établissement ou de l'entreprise qui va insuffler cette dynamique en affirmant sa volonté, souvent par une lettre d'engagement, sur cette envie d'avoir quelque chose qui répond aux réalités du terrain. Et c'est surtout ce qu'on va chercher. L'implication des équipes, elle est souvent nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce qu'au quotidien, les situations de travail, des fois, sont remontées par les représentants du personnel, remontées par les équipes de terrain, par les managers. Donc, c'est un moment clé où, lors de la rédaction de ce Paris Pacte, ça sera un élément qui collera aux réalités. Donc, c'est le gros atout aussi de la notion de démarche participative, c'est que lorsqu'on établit un plan d'action, tout le monde s'y retrouve, tout le monde s'y reconnaît.
et la feuille de route devient plus claire. Merci. Donc, la vraie difficulté, c'est sûr que si on avait à choisir entre une approche par les risques ou une approche par les situations de travail, on comprend au travers de cette présentation qu'il est peut-être plus simple de s'orienter vers cette approche par les risques. Par contre, on touche assez rapidement à la limite de cette approche, c'est-à-dire qu'on a certes un plan d'action, mais souvent ce plan d'action est déconnecté de la réalité des situations de travail et souvent porté sur des mesures humaines qui ne sont pas stables et efficaces, en tout cas en termes de prévention sur le long terme. Donc l'approche par les situations de travail, on en a déjà mesuré les effets. On sait que derrière, les plans d'action sont beaucoup plus, on va dire, élargis sur des mesures techniques, sur des mesures organisationnelles. Ça crée aussi des effets sur le climat social. On parle du travail et on échange sur les situations. Il va falloir automatiquement impliquer le management intermédiaire, mais bien sûr, on ne peut pas décréter une démarche de prévention par les situations de travail. Il faudra automatiquement construire cette démarche et être en mode projet, sachant que dans vos organisations et dans vos établissements, vous êtes déjà rodés à ce mode projet et à toutes ces étapes pour pouvoir, à la fin, arriver à un plan d'action et pouvoir agir en prévention. Donc, les perspectives, ce que l'on vous propose, alors c'est vrai qu'on peut rester sur sa fin, ou en tout cas sur votre fin suite à cette présentation, mais dans un premier temps, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est notamment dans l'accompagnement, que vous puissiez, dans un premier temps, évaluer votre organisation de la prévention des risques professionnels de votre établissement. J'en suis persuadé, et je pense que ce n'est pas une généralité, mais en tout cas, vous allez vous y reconnaître. Vous êtes déjà bien structuré en termes de prévention, vous avez déjà des personnes et vous avez des documents uniques, des outils, vous êtes structuré. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer votre organisation pour voir si finalement, en lien avec les valeurs essentielles et les bonnes pratiques du réseau, vous n'auriez pas des marges de progrès ou d'optimiser votre organisation pour pouvoir finalement, à la fin, aboutir à des plans d'action qui permettent d'agir en prévention. Pour cela, il existe un outil qu'a développé l'INRS en collaboration avec les CARSAT, qui s'appelle l'outil de positionnement en santé-sécurité au travail. Donc, on appelle ça communément la grille GPSST. Cette grille GPSST est un outil de diagnostic partagé des pratiques de prévention. Concrètement, on vous invite à mettre en œuvre une démarche participative. Et dès cette phase un petit peu de diagnostic, c'est un outil où vous allez pouvoir déjà mettre en œuvre cette démarche participative. Vous allez pouvoir, en fait, avec les instances représentatives du personnel, les salariés, les différentes fonctions, le service RH, la direction, pouvoir vous auto-évaluer sur vos pratiques de prévention. Cette grille GPSST est disponible sur le site de l'INRS. Vous aurez le support et vous avez le lien sur lequel vous allez pouvoir en fait vous connecter et puis avoir accès à cette grille GPSST. Cette grille GPSST, vous allez retrouver 7 thèmes. Donc, on va avoir des thèmes. Vous n'êtes pas obligé de traiter tous les thèmes, mais en tout cas, vous allez avoir ces différents thèmes sur lesquels vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Le premier thème, ça va être celui de l'analyse et le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles. Comment vous gérez cette partie a posteriori, malheureusement, des accidents de travail et des maladies professionnelles concernant le suivi et l'analyse des accidents de travail et des plans d'action qui en découlent. Ça peut être aussi sur vos activités, conduite et maîtrise des activités. Ça peut être sur la partie communication et implication des salariés dans votre démarche de prévention, sur la partie conception du travail et de ses transformations. Le point sur lequel je vous invite à vous auto-évaluer si vos pratiques, ça sera celui sur l'évaluation des risques professionnels et du plan d'action qui en découle. On aura aussi la partie politique de prévention et leadership en santé et sécurité au travail et la partie formation et compétences pour la santé et sécurité au travail. Donc,
cet outil vous permettra d'évaluer votre organisation de la prévention des risques professionnels de manière collective et détaillée. Vous allez avoir des éléments d'objectivation. Comme toute évaluation, il y aura des notes. Au-delà de la note et que vous allez vous attribuer, c'est surtout de bien collecter les éléments d'objectivation et de détecter peut-être des éléments de progrès et des pistes d'amélioration pour lesquels qui constitueront la base de votre projet d'amélioration et d'optimisation de votre organisation en santé et sécurité au travail. Ça vous permet de bénéficier d'un état des lieux précis de vos pratiques et de votre engagement en matière de prévention. Et comme je vous l'ai dit, de définir des pistes d'amélioration qui seront la base de votre prochain projet ou en tout cas de l'optimisation de votre évaluation des risques professionnels. Donc cette grille GPSST est la première étape. Et puis la deuxième étape, ça sera le prochain webinaire. C'est souvent une étape qui est oubliée dans le cadre du mode de projet. C'est l'étape de la préparation de votre projet. Donc le second webinaire permettra d'apporter un éclairage sur cette phase de préparation du projet d'évaluation des risques professionnels en lien avec les résultats de votre grille GPSST. Alors, vous pourrez ou pas avoir fait la grille GPSST, hein, ce n'est pas ça qui va conditionner, mais c'est sûr qu'il sera intéressant parmi les participants et ceux qui veulent assister au second webinaire, d'avoir pris connaissance de cette grille GPSST et l'idéal, ça serait de l'avoir mise en œuvre. On ne fera pas du cas par cas, mais au moins on se basera en tout cas lors du second webinaire. Le point de départ sera finalement l'état des lieux que vous avez pu dresser de votre organisation en santé et sécurité au travail, et puis les pistes d'action que vous avez pu en dégager. Donc, on précisera lors de ce second webinaire les conditions techniques. On rentrera un peu plus dans l'outil, dans la méthodologie. On abordera aussi des notions telles que la notion de risque, la notion de danger, de situation de travail, qui vous permettront en fait d'enrichir votre plan d'action. Et puis, on abordera aussi les conditions sociales à réunir pour prendre en compte le travail réel et ses conséquences. La mise en œuvre de cette démarche participative de prévention et de ces démarches de prévention en prenant en compte le travail réel peuvent être aussi une réponse de premier niveau aux risques psychosociaux auxquels les entreprises peuvent être exposées et qui font partie des risques professionnels. On détaillera également, mais vous en avez peut-être connaissance, lors de ce second webinaire, les différents dispositifs de formation au service de votre projet EVRP. Donc, lors de l'introduction, vous avez parlé de la fameuse du dispositif HAPA qui a été transformé au dispositif SMS, sanitaire, médico et social, pour lequel la FHP a contribué à l'élaboration, à la conception. Donc, on vous présentera également les différents dispositifs de formation au service du projet d'évaluation des risques professionnels qui touchent en fait tous les acteurs de vos établissements. Donc, des dispositifs de formation pour la direction qui va initier, piloter et manager son projet EVRP. Frédéric Gérald l'a illustré, hein, c'est que dans les actions qu'on a menées, la première formation qu'on a pu mettre en œuvre, c'était à l'attention des directeurs et des directions. Ça leur permet ensuite d'initier, de préparer et d'adapter le projet EVRP par rapport au contexte spécifique ici du groupe. Ensuite, il y aura une formation pour l'animateur, qui sera la personne ressource du projet d'évaluation des risques professionnels. Et enfin, il y aura des formations pour les acteurs qui sont impliqués dans l'analyse des situations de travail. Le tout étant de mobiliser l'ensemble de l'établissement et d'initier non pas une prévention descendante, mais plutôt une prévention ascendante en partant de la réalité des situations de travail pour pouvoir les remonter à l'animateur et à la direction qui validera le plan d'action de prévention pour pouvoir agir en prévention. Alors, j'ai été assez rapide.
je vous propose, vu qu'il reste du temps, de consacrer, si vous avez des questions, de consacrer un temps d'échange par rapport à cette présentation, peut-être de revenir sur des éléments sur lesquels je suis passé rapidement. J'aimerais faire un petit focus, si je peux, Greg, notamment sur les approches par l'organisation de la prévention. Souvent, depuis de nombreuses années, les portes d'entrée pour construire nos plans d'action et essayer de réduire l'accidentologie ou la sinistralité dans nos établissements étaient axées sur des plans d'action issus d'accidents du travail, issus de situations qui remontaient, mais qu'on traitait au cas par cas. Il s'avère que dans le temps, les établissements qui, comme tout le monde, partaient sur cette dimension, répondre pas en one-shot, mais aux situations d'urgence ou immédiates, avaient une organisation qui n'était pas pérenne. Donc, ce qu'ils se sont aperçus sur la durée, c'est que oui, par exemple, quand on a eu 70% des accidents du travail étaient issus des transferts, de la manutention de patients, de résidents. Donc, on s'est concentré sur cet état de fait et est un axe prioritaire avec différentes actions qui ont porté leurs fruits. Mais il s'avère qu'en seconde position, c'était les glissades, et notamment les glissades de plein-pied. Donc, de cette première position qui était les manutentions, le relais a été pris par les chutes de glissades de plein-pied. Et il s'avère que quand on prenait un peu de recul, on traitait toujours en one-shot, situation par situation. Le fait d'avoir une approche par rapport à l'organisation du travail va donner une dimension pérenne à son organisation qui va nous survivre. Alors, nous survivre, entre guillemets, bien évidemment, mais je veux dire par là que quoi qu'il y ait comme encadrement de proximité, comme directeur, si on a insufflé cette organisation et cette gestion de la prévention dans son établissement, on peut espérer, si on a été au plus proche de la réalité, qu'elle soit pérenne et qu'elle s'inscrive dans un réflexe, dans des automatismes. Et donc oui, l'organisation est une manière d'aborder les différents sujets et dans leur globalité, en se disant, des fois, la prévention, ou les accidents, c'est comme une chambre à air avec, on va boucher un trou, on s'aperçoit qu'il y en a un autre à côté qui apparaît. Et donc, on est toujours en train de réparer les rustines, mais en remettant à chaque fois le travail sur l'ouvrage. Alors que si on a une organisation qui est pérenne, solide et comprise et partagée, on peut appréhender un plus large spectre de situations dangereuses avec une même méthodologie, une même logique et une même compréhension des équipes. Donc, c'est un moment aussi clé aujourd'hui, l'implication de l'encadrement de proximité. C'est important. On a parlé aussi des acteurs PRAP, les remontées terrain avec les acteurs qui sont ici de différents services. Donc voilà, c'était pour mettre un petit zoom sur la nécessité aujourd'hui, pas l'utilité, mais ça devient vraiment une nécessité de mettre en place une organisation prévention. Alors, moi, je vais enchaîner sur des nouvelles questions là, qui sont affichées. Notamment, peut-on articuler cette démarche à notre DU existant ? Tout à fait. Je pense que c'est conseillé de partir des situations de travail à risque, mais vous pouvez tout à fait ensuite, cette analyse que vous faites sur les situations à risque, les rattacher à un DU existant. Peut-être c'est l'occasion de réviser un petit peu le DU et son découpage, on va dire, par unité de travail par risque, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On vous le conseille en tout cas. Et puis, donc j'ai une autre question, c'est sur TMS Pro. Comment répondre à la demande afin d'être performant? Effectivement, TMS Pro, c'est un programme qui a été initié par la Caisse nationale depuis une dizaine d'années, mais qui n'apparaît pas dans les cours de master ou dans l'enseignement supérieur. Et donc, pour avoir plus d'informations sur ce programme, notamment sa finalité, les étapes, les différents… donc, il est composé d'un certain nombre de questions et des 4 étapes et de questions. Je vous conseille de vous rapprocher du préventeur CARSAT de votre secteur, de votre CARSAT pour avoir plus d'informations.
On a aussi une Alors, question sur la CNO, Alain, concernant justement la finalité de l'avenant qui a été signé jusqu'en avril 2023. Oui, il est en cours de rédaction. Donc oui, il y en aura une nouvelle CNO. Et ça, on en est, alors je ne dirais pas à peu près sûr, mais on en est sûr. Sauf qu'il y aura peut-être un temps de réflexion, donc un petit passage à gué pour arriver sur la nouvelle CNO, mais qui reprendra bien évidemment les thèmes qui sont sur l'original. Tout à fait. Je vais me permettre de rebondir sur ce sujet, Monsieur Gérald, puisque je peux vous confirmer que la CNO est en cours de renouvellement, puisque nous échangeons d'ores et déjà avec la CNAM sur ce sujet, que nous avons une visioconférence demain après-midi pour travailler à son renouvellement, et que pour l'instant, sans trop en dévoiler, sur les engagements et sur les possibilités de financement qui sont prévus actuellement dans la CNO, on devrait être sur un périmètre assez similaire. Voilà, donc nous y travaillons. Elle sera renouvelée et reconduite. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. La seule interrogation pour l'instant, c'est quand est-ce qu'elle sera renouvelée, mais nous y travaillons à la FHP pour que ce soit fait le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas de délai entre la fin de la CNO actuelle et le lancement de la nouvelle. Et bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, adhérents de la FHP, dès que la nouvelle CNO sera signée et qu'elle entrera en vigueur. Bon, j'en profite pour rappeler donc aux personnes qui écoutent ce webinaire que les contrats de prévention, hein, donc la CNO permet de faire une demande de contrat de prévention auprès de votre caisse régionale. Et ces contrats de prévention, c'est seulement les entreprises, on parle bien d'entreprises et pas d'établissements, c'est-à-dire il faut se fier au numéro de sirène de moins de 200 salariés qui sont éligibles à ce type de financement. Voilà, donc ça sera, j'espère, d'ici fin d'année, il y aura une nouvelle possibilité de faire des demandes de contrats de prévention. On nous demande aussi des exemples de PAPRI-Pacte. Alors, des exemples de PAPRI-Pacte dans les thématiques qui ressortent, donc avec les 3 points qui ont été présentés, organisationnels, techniques et humains. Bien évidemment, dans le bon sens, puisque l'organisation, les mesures de prévention qu'on va mettre en place en lien avec son organisation seront les mesures les plus pérennes, parce qu'elles sont le plus éloignées de l'initiative que peut avoir chaque individu dans la compréhension et dans l'application des mesures de prévention qui sont proposées. Des mesures techniques avec des équipements, souvent des équipements techniques qui sont en priorité sur les axes de la manutention, sur les axes du risque bio, et sur l'axe aussi, bien évidemment, des glissades de chute de plein pied par glissade. Donc, au niveau technique, on peut avoir ça. Dans l'organisation, on va retrouver bien évidemment ce qu'on a partagé avec la mise en place d'un animateur prévention dans son établissement. Donc, ça peut être un animateur issu TMS, mais ce qu'il peut y avoir aussi, qui s'inscrit dans un spectre plus large de son animation sur l'établissement, c'est AP-SMS, animateur prévention dans le sanitaire médico-social, qui lui, pour avoir un regard plus élargi, notamment bien évidemment sur les TMS, mais aussi sur les risques psychosociaux, avec un outil qui est Faire le point, et avoir un regard sur les situations de travail, mais qui dépasse celles liées à la thématique des troubles musculo-squelettiques. En termes de formation aussi, dans l'organisation, on a bien l'animateur, mais aussi avec les acteurs propres. Donc voilà, on reste encore dans des thèmes sur l'organisation. Les points techniques, c'est au regard des activités. Alors c'est vrai que quand on parle d'EHPAD, c'est une monoactivité, donc les aides techniques, avec tout le champ du possible, sont adaptées à une situation spécifique. Quand on est sur des établissements de santé, oui, on peut se dire qu'il y a plusieurs activités. Donc une évaluation plus précise des besoins est nécessaire pour être plus en lien avec l'efficacité sur le terrain. Après, en termes de formation, c'est des formations qui sont liées à l'activité. Alors, peut-être pour apporter un complément et en lien avec le nouvel article, donc l'article L4121-3-1, cet article précise
le contenu du PAPRI Pact. Donc, vous devez fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Vous devez identifier les ressources de l'entreprise et le PAPRI Pact doit comprendre aussi un calendrier de mise en œuvre. Donc, c'est vrai que dans cette nouvel article, ils détaillent, donc ils font un focus sur le PAPRI Pact et ils détaillent un petit peu le contenu, donc la liste détaillée, les ressources de l'entreprise et le calendrier de mise en œuvre. Ça change, du moins, voilà, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les plans d'action. Donc ça, c'est pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la liste des actions de prévention doit être consignée dans le document unique. Est-ce que tu peux reformuler le numéro de l'article, dernière question qui est apparue? Donc, c'est l'article dont j'ai parlé. Donc, je le reformule, hein, c'est le L4121-3-1. Donc là, c'est cet article qui va en fait renforcer la mise à jour du DU, hein, donc, et surtout va apporter la notion de PAPRI Pact qui était, c'est vrai, pas mise en avant avant dans la réglementation. Et on précise donc ces 3 éléments qui permettent de structurer son PAPRI Pact pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, moi, je vais enchaîner sur une question en termes de communication. Comment prévenir les RPS ou la QVT, enfin, comment mettre en place une démarche QVT, j'imagine, avec la difficulté d'impliquer les salariés. Alors, en fait, on nous considère que les RPS, c'est un risque comme un autre, en fait, hein, un risque psychosociaux, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus délicats d'approche. Alors, Frédéric Gérald a fait référence à un outil simple qui vous permet peut-être d'avoir une première approche et qui est dispensé dans la formation d'AP et SMS, c'est l'outil Faire le point de l'INRS, peut-être plus adapté pour des établissements d'une taille réduite. Dans cette démarche, nous vous conseillons fortement de former les salariés qui seront impliqués dans la démarche au préalable pour que, on va dire, les grands fondamentaux de ce risque soient connus, c'est-à-dire les différents types de risques psychosociaux. Par exemple, on a le stress, on parle de burn-out, mais aussi les violences internes, externes, pour savoir de quoi on parle, connaître également les facteurs de risque donc, et les conséquences, facteurs de risque et facteurs de Golac, qui servent de base à tous ces outils dont on vous a parlé. Les conséquences également pour que ce soit on va dire une connaissance partagée. Et puis également une formation sur une démarche qui peut être, on va dire, assez longue et délicate à mettre en place. Donc, ces démarches, vous retrouverez dans les brochures INRS. Donc, en allant sur le site de l'INRS, il y a un certain nombre de brochures sur les risques psychosociaux et les démarches associées. Donc, nous conseillons de vous former auparavant. Vous pouvez faire appel également à votre préventeur CARSAT sur votre secteur. Concernant les risques psychosociaux, donc notre approche, hein, celle que l'on met en œuvre, c'est de prendre en compte les risques psychosociaux en tant que risques professionnels. Donc, il va falloir les intégrer dans l'évaluation des risques professionnels et notamment dans le document unique et les PAPRI Pact. Après, à l'issue de cette évaluation, si le niveau d'évaluation des risques est en rouge, là, il va falloir peut-être lancer des démarches spécifiques, peut-être faire appel à des ressources externes pour pouvoir mettre une démarche spécifique de prévention des risques psychosociaux et de mettre en œuvre un plan d'action pour faire en sorte de réduire au maximum les facteurs de risque et mettre en œuvre des plans d'action qui soient stables et pérennes dans le temps.
mais tous les dispositifs de formation, alors on n'est pas là pour vous, on vous les présentera lors du second webinaire, mais ils sont tous inscrits dans la même logique, que ce soit pour les TMS, pour les RPS ou par rapport à des activités. On aura toujours cette pyramide avec des dispositifs qui vont être pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de la direction, ça va être notre prérequis, jusqu'à l'animateur et ensuite au niveau des acteurs en entreprise. Donc, je rejoins tout à fait Alain Brunel concernant les RPS, c'est de pouvoir partager un langage commun pour pouvoir agir sur les RPS. Encore faut-il partager cette notion de risques psychosociaux, de facteurs de risque pour pouvoir agir collectivement dessus. Peut-être une question à laquelle on n'a pas répondu, c'était pouvez-vous nous dire plus sur l'étape 3 de formation après avoir fait la grille et le projet? Alors j'ai de la peine à interpréter l'étape 3, si vous pouviez peut-être préciser. Est-ce que c'est l'étape 3 de la démarche TMS Pro? Alors, moi, je peux peut-être apporter, c'est vrai que par rapport à la présentation, c'est vrai que là, les étapes, c'est finalement les étapes des différents webinaires. Donc, on envisagera les prochains webinaires à l'issue du retour de ce premier webinaire. Mais dans l'idée, c'est que le premier webinaire était pour pouvoir, avant de vous présenter des démarches un peu plus structurées, des dispositifs de formation et entrer dans tous ces détails, c'était déjà que vous puissiez distinguer cette approche par les risques, cette approche par les situations dangereuses, vous positionner et puis de vous présenter cet outil qui est la grille GPSST, qui est un outil, on va dire, générique, qui n'est pas spécifique à votre domaine d'activité, mais qui collectivement va pouvoir vous permettre de vous positionner et puis surtout de dégager peut-être des pistes intéressantes pour améliorer votre organisation en santé sécurité au travail. Et à l'issue de cette phase de grille GPSST qu'on vous invite à faire, même si vous êtes déjà, et on en est persuadé, bien structuré en termes de prévention des risques, c'est se dire, voilà, peut-être que on peut vous présenter les différents dispositifs qui existent, les outils, les méthodes et puis aussi les conditions de réussite d'une démarche de prévention participative, parce que c'est en 2 heures, c'est très compliqué de pouvoir tout présenter. Donc, c'était l'idée de présenter ça dans le second webinaire. Et puis, le troisième webinaire peut être aussi orienté sur des thématiques plus spécifiques telles que TMS ou RPS. Donc, je ne sais pas s'il y a une précision, Alain, sur la demande. Je n'ai pas de précision. Donc, par contre, j'en profite pour vous dire concernant les risques psychosociaux, là, le conseil qu'on vous donne de vous rapprocher du site de l'INRS. Un lien a été mis alors sur la discussion en ligne, en fait. Ce n'est pas sur les questions-réponses, sur la discussion en ligne. Le lien avec le site a été mis et est disponible. Donc, il suffit de cliquer dessus pour avoir accès au dossier INRS. Vous avez ensuite directement accès à toutes les ressources, les brochures. Il y a aussi, on va dire, des synthèses qui vous permettent d'approcher ces différentes typologies de risques psychosociaux. De prendre connaissance ou de réviser pour certainement sur les facteurs de risque de Golac, avec des exemples concrets. Il y a des vidéos, notamment une vidéo sur les conséquences du stress qui était intéressante. Je sais que dans notre région, on a pu organiser des matinales on a passé ces vidéos pour sensibiliser. C'était des matinales pour des responsables, des directeurs d'établissement, des responsables des cadres d'établissement, et ça a eu beaucoup de succès. Voilà, je peux que vous conseiller de cliquer sur ce lien et prendre connaissance de toutes ces ressources. Et puis évidemment, c'est des ressources, il faut pouvoir les mettre en application, donc faire appel, comme le disait Grégory, à des ressources
ressources externes. Alors, vous pouvez vous appuyer sur vos préventeurs CARSAT, mais également des cabinets spécialisés. Sur chaque région, il y a des listes de cabinets spécialisés pour vous accompagner sur la prévention des risques psychosociaux qui sont référencés par les principales institutions de prévention, hein, comme la CARSAT, enfin les CARSAT, donc l'inspection du travail, et puis l'ANACT, puisque je sais que j'ai vu qu'on a fait référence à l'ANACT, hein, qui est aussi une source très intéressante, notamment pour les démarches QVT, QVCT. Bon, on a une question sur le PAPRIC Pacte, peut-il être pluriannuel? Vas-y, Frédéric. Donc, alors pluriannuel, c'est vrai que souvent chaque année, avec l'insufflation de la mise à jour de son document unique, du moins comme étant une des portes d'entrée pour nourrir le PAPRIC Pacte, donc c'est une version plutôt annuelle. Mais il est vrai que selon les thématiques qu'on va aborder, la mise en œuvre de certains points ne peuvent pas être mis dans l'année, mais s'inscrivent plutôt dans la durée. Et notamment, nous, on l'a rencontré sur le terrain, sur des établissements qui souhaitent déployer des aides techniques telles que les rails plafonniers pour le transfert de résidents du lit à un équipement, fauteuil roulant au siège de douche, particulièrement dans les EHPAD, s'inscrit plutôt dans la durée avec un plan qui va être qui peut être de 3 à 5 ans. Donc oui, il peut être pluriannuel sur certains points, d'autant qu'on va lui donner justement les délais de mise en œuvre, peut-être avec des jalons qui vont être portés et qui seront revisités chaque année. Alors, en tout cas, pour apporter un petit complément d'information, si vous vous inscrivez dans cette démarche participative, dans la prise en compte du travail réel et puis l'analyse des situations de travail, on a l'habitude de dire que finalement, toutes ces remontées d'informations peuvent alimenter votre PAPRIC Pacte, notamment pour des mesures qui demandent de la ressource, des moyens et puis peut-être aussi une réflexion de l'entreprise et puis un échéancier. Cependant, vous avez aussi, avec la prise en compte de la réalité des situations de travail, ce qu'on appelle communément, nous on appelle ça le plan d'action immédiat. Hein, c'est des plans d'action qui nécessitent peut-être même pas une évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire que vous avez une remontée de situation de travail, vous l'avez analysé vous avez analysé et trouvé des mesures concrètes et rapides à mettre en œuvre. Elle ne nécessite pas obligatoirement d'être inscrite dans le PAPRIC Pacte, mais plutôt, c'est des outils que vous pouvez créer juste à côté, hein, des outils c'est ce qu'on appelait des outils réglementaires, mais de management, où vous allez en fait vraiment mettre au cœur de la vie de l'établissement cette notion de prévention des risques professionnels en lien avec la qualité des soins et se dire, des actions sont organisées tous les jours et elles n'alimentent pas spécifiquement, en tout cas, vous allez en garder des traces, mais en tout cas, vous n'allez pas peut-être les inscrire systématiquement dans le PAPRIC Pacte. Donc, c'est après, la nouvelle réglementation, la loi santé au travail, précise aussi qu'il faut précise sur le temps d'archivage du document unique, donc qui est de 40 ans. Donc je pense que même si ça s'étale sur plusieurs années, le tout c'est de bien enregistrer et puis de respecter le délai que vous aviez prévu pour les actions de prévention que vous aviez envisagées. Alors, en fait, j'ai une question, mais qui est dans le fil de discussion. C'est une question concernant la perception des RPS, en fait, qui semble difficile à aborder sous forme de questionnaire. Je pense que la méthode INRS y répond, c'est-à-dire c'est des méthodes centrées sur le travail. Alors, évidemment, il y a des facteurs individuels et, par exemple, le stress est basé sur une perception du risque qui peut être différente d'un individu à l'autre.
Et donc, pour contrer cette difficulté, il faut se plier à une démarche finalement qui rejoint tout à fait la présentation de ce jour, d'analyse des situations à risque réelles en fait, sur le terrain, à travers des grilles, des facteurs de risque de Golak, par exemple, qui sont proposés dans des outils comme l'outil Faire le Point, mais aussi sur la dernière brochure INERS. Alors, je vais aller la chercher, je n'ai pas la référence exacte, mais qui vous reprend en fait ces facteurs de Golak, mais déclinés sous forme de sous-facteurs, de situations et d'exemples de situations, en fait, pour objectiver justement et pas, et je veux dire, on va dire, et s'affranchir un peu des différentes perceptions. Donc, c'est la réponse, c'est la méthode, en fait. Cette remarque est intéressante parce qu'elle illustre un petit peu le fondement, en tout cas, de ce premier webinaire. C'est que si on a une approche par les risques concernant les RPS, on va être centré sur le stress, on va être centré sur le travail contre-éthique, sur la charge émotionnelle, du moins concernant vos activités. Donc, on va être concrètement sur une probabilité d'apparition d'un effet, indésirable et on est sur les risques. Là, en fait, tout l'enjeu des risques psychosociaux, c'est d'établir le lien de causalité entre les situations de travail, les effets observables et les conséquences sur la santé. Et on peut pas le dévoiler. On n'a pas assez de temps. En tout cas, c'était peut-être dans les prochains webinaires où on fera un zoom particulier sur les risques psychosociaux. Mais le véritable enjeu pour être performant en termes de prévention des risques psychosociaux dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, c'est de faire l'analogie avec ce qu'on vous a présenté, c'est de trouver le lien de causalité entre des situations de travail réelles, des risques, c'est-à-dire les effets observables que vous pouvez avoir, comme le stress, la charge émotionnelle, ainsi de suite, et potentiellement les conséquences sur la santé. Donc, tous les outils de l'INRS sont construits dans ce sens-là, avec des outils pour pouvoir connaître les facteurs de risque dans les situations de travail. Mais le véritable enjeu pour vous, c'est d'identifier les situations de travail et ne pas avoir une approche uniquement par les risques, parce que sinon, on est sur de la subjectivité et on a du mal à factualiser concrètement les facteurs de risque et de trouver des mesures de prévention en lien avec les situations de travail. Je vous ai remis le lien avec le dossier INRS qui reprend un petit peu tout ça. D'autant plus que les questionnaires font partie du processus, mais aussi, et j'oserais dire surtout, les réunions de groupe de travail ou les interviews individuelles vont permettre aussi d'appréhender d'autres dimensions qui ne pourraient pas apparaître justement dans les réponses, enfin, du moins dans les réponses du questionnaire, ou aussi dans les commentaires que certains pourraient apporter. Donc, le rendez-vous interview avec les équipes est un moment aussi fort pour capter, mais toujours pareil, hein, les situations réelles et le retour des salariés. Alors, on a une dernière question encore qui est, enfin, la dernière question qui apparaît dans la liste. Est-ce que c'est pertinent d'inclure l'accidentologie par service risque en plus que l'approche fréquence, gravité pour coter les risques? Je crois que ça a été abordé. Effectivement, je pense que c'est l'accidentologie. Vous avez une base de données des accidents et des maladies professionnelles survenus ces dernières années dans l'établissement. Donc, bien sûr qu'il faut les utiliser pour, on va dire, pondérer, confirmer l'exposition en fait d'une unité de travail à un risque et dans le cadre d'une situation de travail, ça peut vous aider. Il ne faut pas s'arrêter à ça puisque ça ne suffit pas, puisqu'il y a des accidents avec des fréquences plus faibles, comme a dit Grégory, qui ne sont peut-être pas apparus ces dernières années, mais qui vont apparaître. Donc, ça ne suffit pas, mais par contre, ça peut vous aider pour alimenter cette analyse. C'est évident. Et puis, voilà, donc je crois que c'est un axe important de savoir dans un établissement, alors de savoir le faire, mais de le mettre en œuvre, d'avoir les ressources pour le mettre en œuvre, ces analyses d'accidents de travail, maladies professionnelles qui sont apparues, puisque ça permet déjà de ne pas attendre le PAC pour, par exemple, réagir et mettre en place une mesure de prévention suite à un accident.
Et puis, vous avez la possibilité d'élargir cette base de données à ce qu'on appelle des presque accidents, c'est-à-dire on peut faire c'est un petit peu le parallèle avec l'accidentologie sur la route. Ne pas attendre d'un accident grave à un carrefour, mais peut-être avoir la base de données des presque accidents qui vous donnent plus de données en fait, qui permettent d'approcher voilà, la probabilité d'apparition d'un accident ou d'une maladie professionnelle de façon plus fine. Donc, vous pouvez aussi aller aussi sur ce terrain. Alors, l'analyse des accidents de travail et de maladies professionnelles, c'est un peu technique. Donc, ces techniques font partie du référentiel. Alors, c'est pas, après, ils peuvent avoir des formations un petit peu plus détaillées, mais ça fait partie des compétences du référentiel AP-SMS. AP-SMS, je vous rappelle, c'est la formation d'animateur de prévention dans le secteur sanitaire médico-social. Alors, par rapport à la question concernant l'évaluation des risques professionnels, donc vous avez compris qu'il n'y avait pas de formalisme imposé et il n'y avait pas de méthodologie imposée concernant la cotation, la méthode de cotation que vous allez utiliser pour coter vos risques. Après, tout est envisageable. Si toutefois vous voulez intégrer la sinistralité, parce que vous trouvez ça intéressant de la prendre en compte, il faut juste que cette sinistralité ne minimise pas la valeur du risque, parce que ce qui est très intéressant, c'est savoir surtout le temps d'exposition. Et plus on sera exposé, plus bien sûr ça pourra se transformer en accident de travail ou en maladie professionnelle. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le temps d'exposition des salariés à des situations de travail qui les exposent à des dangers et des risques. Donc, en fait, une autre question. Donc, suite à un accident, resensibiliser l'ensemble des équipes est-il pertinent? Tout dépend de l'AT. Je crois que la réponse est contenue dans la question. Effectivement, je pense que ça peut être très intéressant d'utiliser effectivement un accident de travail, une maladie professionnelle qui est survenue dans un service ou dans un établissement, mais à condition d'éclairer en fait les équipes d'avoir fait une analyse fouillée sur les causes et aussi pouvoir communiquer sur les mesures de prévention. Oui, sensibiliser le personnel sur la base d'une analyse de cet accident bien menée, en fait, hein, d'où la nécessité de consacrer du temps à cette activité et aussi de faire intervenir des personnes qui ont reçu des formations. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On peut le faire intuitivement, mais on peut passer à côté de certains, on va dire, bonnes pratiques qui sont essentielles pour mener à bien ce genre d'activité. C'est par exemple ne pas être sur le jugement, ne pas rechercher des responsables dans le cadre de cet exercice d'analyse AT, mais plutôt dans un esprit progressiste, d'analyser les causes et de rechercher des solutions, des mesures de prévention afin que l'accident du travail ne se reproduise pas. Et donc, ça nécessite de mettre en place des conditions sociales et de savoir aussi poser des questions aux salariés qui sont témoins et qui permettent de libérer la parole et d'avoir accès aux causes et aussi de bénéficier des propositions des salariés qui ont forcément des idées sur des solutions simples, opérationnelles pour mettre en place des mesures de prévention stables dans le temps et efficaces. Oui, on part souvent du postulat que c'est le travail qui fait mal. Donc forcément, même lors de l'analyse d'AT ou des interviews pour essayer de recueillir les faits, ce n'est pas de regarder le salarié en tant qu'étant au centre du dispositif, mais plutôt étant une des composantes qui a subi les méfaits de la situation dangereuse. Donc c'est une approche qui est très importante parce qu'en termes de libération, pour libérer la parole, c'est un facteur clé de réussite aussi, que de se mettre plutôt pour imager sur une table avec une personne en face d'une autre. C'est plutôt les deux personnes sont du même côté de la table et c'est l'accident, c'est la situation dangereuse, c'est le travail qu'on met en face et qu'on va questionner.
Alors, une autre question, c'est comment peut-on faire la formation APSMS, hein, donc animateur de prévention dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, en fait, il existe des organismes habilités donc dans tout le territoire avec des listes que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS. Donc, je vais aller rechercher le lien et puis vous l'envoyer. Vous pouvez même, pour financer cette typologie de formation, comme les formations aussi de PRAP, hein, dont on a fait référence. Hein. PRAP, c'est prévention des risques liés à l'activité physique, donc ils sont pour les agents. Vous allez retrouver aussi des listes d'organismes de formation habilités sur le site de l'INRS. Vous pouvez financer tout ou partie de ces formations au moyen d'un contrat de prévention, par exemple. On y a fait référence à condition, quand la Convention nationale d'objectifs sera de nouveau active, j'espère d'ici fin d'année. Là, ça sera une partie des frais pédagogiques, en général 50% selon les caisses. Donc, il faut consulter votre caisse ou alors auprès de votre OPCO santé, qui peut prendre tout ou partie des coûts pédagogiques et peut-être aussi du temps passé pour ces formations. Éventuellement, vous pouvez aussi faire la demande auprès de votre ARS. Je vais aller chercher le lien. Alors, juste concernant sur ces dispositifs de formation que j'ai évoqués, hein, donc les dispositifs démultipliés de formation, toutes ces formations ne seront pas une finalité, mais viendront au service de votre projet, et ça sera le projet que vous allez vous-même construire, initier, piloter, et en tenant compte du contexte de votre établissement. Donc, que ce soit le PRAP seul ne sert à rien si on n'a pas organisé la prévention, la remontée d'informations, l'analyse, et puis peut-être la formation d'un animateur, et puis structurer la démarche de prévention ou d'évaluation des risques professionnels dans votre établissement. Mais vous allez avoir la liste, en tout cas, vous avez la liste sur l'INRS de tous les organismes de formation qui ont été habilités par le réseau Assurance Maladie Risque Pro et INRS pour pouvoir dispenser les formations SMS ou PRAP ou d'autres formations. Après, notamment peut-être pour la CARSAT du Sud-Est, Greg, pour dire un mot aussi, parce qu'il y a aussi des offres de formation dans chaque CARSAT qui sont disponibles, qui sont sur le pan, bien évidemment, de la prévention, sur l'analyse des AT, ça peut être sur l'évaluation des risques. C'est aussi le champ du possible que vous pouvez retrouver sur le site des CARSAT et dans le volet entreprise pour avoir des informations sur quels sont certains modules qui peuvent être dispensés directement par la CARSAT. Donc, en fait, chaque CARSAT peut avoir une offre complémentaire qui est à discrétion de chaque CARSAT selon les ressources. Par exemple, sur la CARSAT du Sud-Est, on va avoir des formations sur une méthodologie d'analyse des accidents de travail. On peut aussi faire des formations en intra-entreprise. Mais ça passera automatiquement par l'analyse de la demande et la sollicitation d'un contrôleur de sécurité et d'ingénieur conseil qui a échangé avec l'établissement. Alors, on a une autre question. Avez-vous d'autres outils d'analyse des causes que l'arbre des causes pour les ATMP? Peut-être une question pour Grégory ou pour Frédéric. Alors, Greg, je peux prendre la parole. Donc, l'arbre des causes est une méthode qui est portée par l'INRS. Elle est la plus connue, elle est diffusée notamment dans les formations CSE et CSSCT. Donc, cette formation, l'arbre des causes est une méthodologie que l'on dit experte, qui nécessite quand même une formation. L'INRS forme à l'arbre des causes, mais surtout une mise en application. Et c'est vrai que le constat, en tout cas le retour qu'on a du terrain, c'est si on n'est pas aguerri à cette méthodologie, derrière, on est un peu plus limité dans toujours la même finalité dans le plan d'action qui découle de l'analyse, comme dans le plan d'action qui découle d'une évaluation des risques professionnels. Donc, chaque CARSAT, ou en tout cas, il existe une multitude de méthodes d'analyse des accidents de travail et de méthodes d'analyse des accidents de travail, des situations de travail qui ont occasionné des accidents de travail. Donc, la CARSAT du Sud-Est a
Nous, on organise une formation en 3 jours, hein, une journée plus une journée plus une journée, avec une méthodologie. Oui, il existe d'autres méthodologies. Après, c'est surtout, quand on intervient en entreprise, c'est s'approprier la méthodologie, former les acteurs, parce que l'analyse AT s'inscrit dans une démarche participative également. Et l'idée, pour rebondir à la question précédente, c'est pas uniquement de sensibiliser les personnes suite à un accident, c'est de les rendre acteurs, notamment dans l'analyse de l'accident, dans la recherche de mesures de prévention, et de leur présenter peut-être les actions qui découlent de l'analyse, pour se dire que finalement, en mettant en œuvre ces actions, ben, on va sûrement éviter que l'accident se reproduise. Alors c'est sûr, c'est des généralités, chaque accident est spécifique, c'est une histoire, mais voilà, pour répondre à la question, oui, il existe d'autres méthodes d'analyse des accidents de travail. Voilà, et notamment l'approche ergonomique, hein, puisque bon, les TMS sont vraiment d'actualité, avec l'approche de l'outil Itamami, qui peut être aussi utilisé avec l'individu, la tâche, le milieu et certains éléments qui permettent d'éviter, d'oublier certains pans de l'analyse. Alors, en fait, quand on prend le fil des discussions, il y a donc aussi une question qui est posée. Un élu CSE me parle de fiches INRS de visite des locaux. Pouvez-vous me dire quel est le lien de ces fiches? Je ne suis pas certain d'identifier ces fiches. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de la conception, en fait, peut-être? Donc, c'est l'occasion pour vous rappeler qu'il existe aussi une démarche. Si vous avez des modifications de locaux, hein, alors ça peut être des restructurations d'établissements, extensions, voire création de bâtiments, de nouveaux bâtiments. Donc, il existe aussi des préconisations, une démarche INRS, et les préventeurs CARSAT peuvent vous accompagner. Vous avez possibilité aussi de demander un financement par contrat de prévention si vous êtes on va dire un établissement rattaché à une entreprise de moins de 200 personnes. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette approche parce que ça évite bien concevoir, ça évite des coûts supplémentaires ensuite une fois que le bâtiment est construit, et malheureusement dans certains cas il peut avoir des manques qu'il faut corriger. Ça coûte beaucoup plus cher une fois que le bâtiment est construit. Il vaut mieux l'intégrer dès la conception. Alors, on peut penser, par exemple, à l'intégration d'aides techniques comme des rails au plafond, etc. Mais il n'y a pas seulement. On peut avoir du dimensionnel. Et ça concerne pas que les chambres, ça peut concerner aussi les locaux communs, en fait. Hein, donc, salle de bain commune, mais aussi réfectoire. Vous avez aussi tout un pan de mesures de prévention pour la maintenance à venir. Hein, donc, ça s'appelle des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Alors, notamment pour intervenir sur le toit, ça peut comporter des risques, et c'est bien aussi de concevoir des équipements, voire des infrastructures du départ pour limiter ces risques d'intervention sur le toit, par exemple, ou dans les combles, ou dans les sous-sols. Voilà, il y a beaucoup de thèmes. Alors, il y a aussi la partie cuisine, qui est importante à approcher. Donc, on a aussi pas mal de préconisations que vous trouverez sur l'INRS à ce sujet. Alors, on a une question de Baptiste Marchand sur l'approche de la mise à jour, notamment du document unique. Est-ce que on se focalise sur les risques principaux par service et se concentrer sur un plan d'action, ou d'évaluer de manière systématique l'ensemble des risques de l'établissement? Donc, c'est souvent la question qui se pose, et quand on est en face justement de cette mise à jour du document unique, c'est vrai qu'à minima, il est demandé qu'il soit mis à jour annuellement. Après, dans la réalité, on sait bien que toute l'année, des événements se produisent, on a des plans d'action immédiats qui sont mis en place,
et qui peuvent être justement l'occasion de mettre à jour le document unique. Donc, le document unique est un outil de travail. C'est du moins le regard que nous portons sur le document unique d'évaluation du risque. Donc, s'il y a des mises à jour qui peuvent être faites au fil des actions qui sont mises en œuvre et qui sont suffisamment pérennes et reconnues pour être inscrites justement dans le document unique comme étant des mesures de prévention existantes, il ne faut pas s'en priver. Après, dans l'organisation de la mise à jour du document unique, oui, plusieurs portes d'entrée qui peuvent l'animer. Est-ce que certaines fois, la mise à jour est balayée par une personne dans un bureau en disant bon, je regarde si ça a bougé, pas bougé. Et du coup, oui, on balaye tous les risques, mais c'est plutôt un coup de balayette. Peut-être qui est plus judicieux et toujours pareil, qui sera mieux compris aussi par les équipes. C'est au travers, par exemple, des unités de travail. C'est de donner la feuille de route à chaque encadrement de proximité par rapport à ces activités spécifiques, en disant, avec une question simple, qu'est-ce qui a changé depuis l'année passée? Est-ce que tu aimerais voir évoluer? En rappelant un peu déjà ce qui est inscrit dans les risques prioritaires. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode, mais c'est plutôt un outil qui doit être utilisé à chaque fois qu'il est jugé utile de le mettre à jour. Donc, du coup, finalement, la notion d'une fois par an, elle devient plus acceptable, puisque tout au long de l'année, on a réparti cette charge de mise à jour du document unique. Alors, oui, alors je pense que la question a été reformulée, elle vient d'être reformulée. Doit-on faire apparaître dans le DU l'ensemble des risques, même mineurs, au risque d'avoir un DU de 500 lignes, ou peut-on se focaliser sur les risques principaux afin qu'on soit plus efficace? Alors, la vocation du DU, c'est vraiment d'être exhaustif. Mais par contre, parce qu'on risque il n'est pas souhaitable de passer à côté de certains risques qu'on peut-être sous-estime et puis finalement qui vont se réaliser. Mais je crois qu'il faut bien faire la différence entre le document unique et puis le plan d'action, le PAPRI Pact. Et donc, le document unique, il a vraiment un avantage parce que souvent interprété comme un outil, on va dire un document administratif qui est très lourd, etc. Mais il a un avantage considérable pour les chefs d'entreprise. Et souvent, c'est pas connu ou c'est sous-estimé. Parce qu'en fait, comme l'a présenté Grégory, il permet justement, dans l'analyse, de hiérarchiser les risques, en fait, par unité d'œuvre. Et donc, avec une cotation, on peut prioriser, donc on hiérarchise les risques par unité de travail, et ensuite ça me permet de prioriser le plan d'action. Et en ce sens, c'est un outil qui est très efficace pour mettre tout le monde d'accord, parce que souvent, on a la difficulté entre la direction, les salariés, les représentants, tout le monde n'a pas la même perception des risques, et aussi la même perception de l'urgence ou de la priorité des actions que l'entreprise doit mettre en œuvre. Et on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps, la question est orientée comme ça. La difficulté, c'est de la gestion des priorités en réalité. Et donc, le document unique, il vous permet de gérer ces priorités et de partager les priorités avec les salariés. Donc, je crois que c'est plutôt dans la priorisation des risques et ensuite des actions que vous allez faire le tri entre les 500 lignes qui sont inévitables, je pense. Il n'y en a peut-être pas 500, ça peut être 200, etc. dans l'analyse des risques. Mais après, sur l'action, dans votre plan d'action, vous pouvez prioriser ce qui ressort en rouge. En faisant attention, dans certains cas, il peut y avoir des risques qui ne ressortent pas en rouge, mais qui sont quand même avec une gravité très importante. Voire, vous pouvez avoir une gravité mortelle. Donc, même si ça n'apparaît pas, comme il y a l'occurrence d'apparition est faible, il faut les rajouter dans la liste pour les prioriser, évidemment. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu, mais je pense que c'est vraiment un très bon outil pour ça. Juste pour compléter ce que vient de dire Alain et puis aller dans le même sens, donc la réglementation vous demande de faire un inventaire des risques. Donc, il va falloir automatiquement lister l'ensemble des risques auxquels les salariés sont exposés.
moi, voilà, c'est l'idée que je me fais, mais en tout cas, vous êtes dans des établissements où vous êtes déjà structurés, vous avez des documents uniques qui sont sûrement conséquents parce que vos établissements est un milieu où il y a la plupart des risques connus et vous avez une multitude de risques et c'est une base de travail. Derrière, l'important, c'est la cotation des risques, ne pas se louper sur la hiérarchisation des risques parce que derrière va en découler le plan d'action et le fameux PAPRI Pacte. On ne connaît encore aucune structure qui a les moyens et les ressources pour pouvoir tout mettre en œuvre. Mais il va falloir justifier ou en tout cas hiérarchiser et pouvoir se fixer des priorités d'action. L'idée de ce webinaire, c'était de se dire, bah voilà, là, vous avez ce document unique, vous êtes déjà structuré dans cette approche. L'idée, c'est de se dire, mais comment on peut aussi enrichir les plans d'action qui peuvent être soit immédiats, soit alors qui enrichissent le PAPRI Pacte avec des situations de travail qui ne sont peut-être qui exposent les salariés à des risques dont vous n'avez même pas connaissance. Et c'est souvent, vous en avez connaissance a posteriori, quand il y a des analyses d'accidents de travail ou des accidents de travail, que vous dites, cet accident de travail va réinterroger votre document unique. Vous allez voir que finalement, vous ne l'avez peut-être pas vu a priori. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, certes, j'ai cette approche par les risques, c'est une bonne base de travail, mais comment je peux le mettre à jour, comment je peux enrichir peut-être mon approche prévention en me centrant, alors soit vous allez observer, mais on sait très bien que vous avez une multitude d'unités de travail et ça va être compliqué, soit alors il va falloir associer par le biais d'une construction d'une démarche dans votre établissement, associer les managers de proximité pour qu'ils puissent être en lien avec leurs équipes, qu'ils puissent remonter ou interroger les équipes pour, en fait, l'idée et le vrai challenge pour vous, c'est de se dire, mais il faut du concret, des situations concrètes à analyser et ensuite pour pouvoir agir en prévention via des actions techniques ou organisationnelles dont vous n'aviez peut-être pas idée sur la base de votre document unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Alain. Je ne vois plus de nouvelles questions. Peut-être qu'on est arrivé à épuisement des questions. Je regarde du côté des discussions. Oui, moi je voulais juste vous interroger, excusez-moi, sur un cas peut-être concret qui pourrait donner une illustration d'un accompagnement récent en fait par la CARSAT Sud-Est d'une entreprise, par exemple sur les TMS qui sont quand même assez des risques assez présents dans notre secteur. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour rentrer un petit peu dans le concret et donner à voir, y compris hors secteur. Peut-être, Frédéric, tu peux peut-être témoigner. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler avec des établissements qui faisaient partie d'un groupe, et notamment dans le secteur des EHPAD. Donc aussi pour pouvoir structurer et animer la prévention dans les différents établissements avec un fil conducteur identique. Et c'est vrai qu'avec une problématique forte sur les troubles musculo-squelettiques et plus particulièrement lors des transferts de résidents. Donc, vous avez entendu, nous travaillons souvent en mode projet sur cet accompagnement et qui va recouvrir différentes règles. Donc, on a travaillé dans un premier temps sur l'engagement du groupe à partir dans cette démarche et accepter de prendre le temps nécessaire pour la mettre en œuvre. Le temps nécessaire parce que en réalité, ça prend peut-être 1 an, des fois, à faire la boucle complète de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en œuvre du plan d'action. Néanmoins, c'est un temps nécessaire. Donc, l'engagement de la direction, c'est un moment clé qui est identifié clairement dans une approche méthodologique, approche projet, puisqu'on va pouvoir définir du moins les orientations stratégiques du groupe sur sa volonté à mettre en œuvre justement cette démarche de prévention dans ces établissements.
et qui va être aussi un repère pour les directeurs d'établissement, notamment pour certaines fois où il y a des réticences ou des incompréhensions, puisque lorsque censément le niveau le plus haut de la hiérarchie affiche et inscrit sur une lettre avec une signature, donc quelque chose de très engagé, sa volonté d'aller dans la démarche, ben c'est une garantie de pérennité et aussi un gage d'aller jusqu'au bout de la démarche. Par la suite, il y a une intervention qui a été réalisée justement par l'accompagnement de Grégory Ferreira sur les différents directeurs. Parce que souvent, en termes d'appréciation du vocabulaire, qu'est-ce que c'est un risque, un danger, pourquoi on fait de l'appréhension, quels sont les textes. Donc voilà, il fallait aussi qu'on ait ce temps de partage qui va permettre d'avoir voilà, une compréhension et une vision partagée des différents thèmes liés à la prévention. Excusez-moi. Bon. Donc, il y a un autre point aussi. Alors ça, c'est le direct. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que cette formation, c'est une journée hein, de formation qui est proposée, ensuite, c'est d'établir le comité de pilotage. Donc voilà, toujours pareil, hein, méthodologie sur cette approche, c'est constituer un comité de pilotage qui va bien sûr être composé de personnes ayant la capacité à mettre en œuvre, hein, donc forcément la capacité financière, la capacité de créer les conditions techniques et sociales de réussite de ce projet. Alors souvent les conditions techniques, c'est les salles de réunion, c'est de savoir quels sont les thèmes qui vont être abordés. Les conditions sociales, c'est de donner du temps aux équipes parce que par la suite, on va constituer des groupes de travail aussi. Donc, donner du temps aux gens pour participer à ça, donc organiser le travail pour qu'il y ait une continuité de service dans les établissements. Et une fois que le compil est constitué, on va organiser aussi des sessions avec des groupes de travail qui vont travailler sur soit par rapport à leurs unités de travail, soit par rapport à des métiers, sur justement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Il y a un moment clé qui est important et qui est vraiment à noter, hein, on s'en est aperçu très rapidement, c'est que ces établissements n'avaient pas forcément d'animateur prévention, donc de relais dans l'entreprise. Donc quand on était à dimension directeur, c'était OK, ça pouvait être mis en œuvre, mais une fois qu'on se retrouvait à travailler sur le terrain, cette courroie de transmission c'est ressenti comme étant un besoin nécessaire à être impliqué dans la démarche. Donc oui, c'est un moment clé et c'est un écueil que l'on peut éviter justement pour la pérennité de la démarche. Une fois qu'on a fait ça, du coup, en filigrane quelque part, c'est une contribution aussi à la mise à jour du document unique. Puisque en fonction des remontées qui sont faites par les équipes et des restitutions des différents groupes de travail, on voit des situations qui font apparaître aussi des propositions parce que les équipes sont force de proposition sur les points d'amélioration qu'il pourrait y avoir dans l'établissement. Le COPLIL s'en empare, a validé le contenu des plans d'action et pour certains établissements, on était sur 14-15 points quand même dans les plans d'action. Donc, c'était aussi l'identification de la force d'implication des équipes. Il y a un autre moment clé dans cette action aussi, c'est le fait de se dire, OK, on a constitué notre plan d'action avec le point, l'action à réaliser, le pilote, la date, mais est-ce qu'il va être validé ? Et c'est le moment où on va garder notre légitimité, notre crédit vis-à-vis du COPIL quand on va devoir le mettre en œuvre. Sinon, ça va finir comme l'énième action qu'on a mise en place et qui finit dans les oubliettes et qui nous a permis de partager un bon moment, certes, sauf que nous, ce qu'on visait, c'était la performance. Alors, la performance de la prévention, la performance de l'établissement, parce que ça fait partie aussi du périmètre de l'action. Et du coup, quand le COPIL est justement le niveau le plus haut de la hiérarchie, qui était le président, il a dit « OK,
vous m'avez donné un plan d'action. En face, vous avez mis un budget, vous avez budgétisé, parce que ce qui est important aussi pour mieux apprécier la situation, c'est d'avoir le coût de ce plan d'action. Mais il a validé tous les plans d'action en disant, voilà, je m'engage à mettre en œuvre les plans d'action. Donc, à partir de ce moment-là, on a pris une autre dimension, et c'était la dimension mise en œuvre. Donc, l'action était terminée sur ce volet-là, c'est-à-dire qu'on avait bien une évaluation, on avait bien rassemblé les équipes, on avait créé les conditions et une organisation de prévention au niveau de la formation du directeur, de la place d'un animateur, d'acteurs PRAF 2S qui font remonter les actions de terrain. Donc voilà, on avait les deux approches. Le plan d'action était validé et budgétisé, et validé avec sa budgétisation. Et par la suite, au regard des CNO, au regard des subventions prévention, on a aidé à mettre en œuvre, on a participé financièrement à la mise en œuvre des plans d'action. Ce n'était pas la commande initiale, mais de toute manière, chaque établissement par la suite avait la capacité de dire je veux être aidé ou je veux être aidé. Donc, ça a été une réussite, puisque par la suite, au regard de ce premier test, on a été sollicité par notre groupe aussi, bien plus grand sur le territoire, qui a souhaité aussi harmoniser, coordonner et animer sa politique de prévention sur l'ensemble de cet établissement. On est monté en taille de groupe. Néanmoins, la méthodologie a été la même. Et on s'est aperçu que malgré le nombre d'établissements participants, elle résiste et peut accompagner avec la même qualité d'engagement. Qu'on soit un groupe de 34 établissements en l'occurrence, ou que ce soit un groupe de plus de 200 établissements, cette méthode en mode projet est capable de répondre dans toutes les situations. C'est surtout et avant tout, pour finir, une volonté d'hommes et de femmes de vouloir mener à bien et surtout réussir ce projet, parce que souvent ce qu'on nous retourne à l'issue de ces rendez-vous, c'est de se dire ça a appris à nous connaître, ça nous a rassemblés. Et c'était plutôt même perçu comme une aventure humaine, puisque chacun dans son établissement, on essaie de faire au mieux. Mais ces moments de partage avec ses collègues de travail et justement pouvoir échanger en toute transparence, sans jugement, sur ses atouts, mais surtout sur ses craintes, ses contraintes ou ses difficultés à mettre en œuvre, c'est la force du groupe qui aide justement à surmonter ces éléments-là. Donc voilà, de manière plutôt générique, ça rentrait dans les détails. Néanmoins, ça a été perçu comme avant tout une aventure humaine. Alors ça, on parle à la taille de groupe, mais à la taille d'un établissement, ça fonctionne aussi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Il y avait encore deux questions. Peut-on le formaliser sous forme de politique, un peu comme la politique qualité de l'établissement? Ben oui, il faut le faire. C'est bien de le formaliser, ça donne une visibilité à vos salariés, déjà de l'engagement de la direction, mais après des orientations que vous voulez donner à Démarche Santé au Travail. Évidemment, ensuite, une fois que c'est formalisé, il faut mener la démarche et vraiment être... en faire une démarche efficace pour qu'il y ait des résultats à la clé. Et ce qui est là, on a bouclé complètement au bout de quelques années, comme l'a dit Frédéric, une démarche participative et efficace. Ça démarre par un engagement et ça finit par des résultats forcément. Et puis, j'ai aussi, on a aussi la question, que pensez-vous de la norme ISO 45000 ? Je dirais, c'est un système de management de la santé au travail. En fait, si ça peut aider, on va dire, dans la lisibilité, la structuration de la démarche, et voilà, si ça peut vous aider aussi à avoir des ressources pour mener les actions qu'on préconise, c'est plutôt bien. Il ne faut surtout pas s'en tenir à une gestion documentaire ou d'affichage. Il faut qu'elle soit, on va dire, appuyée sur des actions, sur le travail réel, en fait, comme on le préconise, et ça sera encore mieux. Ça permettra de valoriser ça, de valoriser la démarche de façon, on va dire, sur la base d'une norme qui est indiscutable.
questions, je crois. Je vois plus de questions. Ah, suite. Personne qui apparaît, non? Non, on est toujours sur le même fil. Est-ce qu'il vous paraît pertinent d'inclure l'accidentologie? Ça, on l'avait mis. Suite à un accident, resensibiliser l'ensemble des équipes est-il pertinent? On l'a déjà répondu. Non, je n'en ai pas d'autres. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne crois pas. On approche de la fin du webinaire. J'ai trouvé ce webinaire personnellement, je ne sais pas quel sera l'avis des participants. Évidemment, on ne peut pas être dans l'interaction aussi nombreux, mais véritablement, merci beaucoup pour cette approche à la fois méthodologique et concrète avec des exemples très parlants. Enfin, il m'a semblé qu'on se décorrélait un petit peu du ERP sur lequel on est régulièrement effectivement interrogé pour relativiser un petit peu sa place, se dire que c'est un outil certes essentiel, important de par la réglementation et utile pour la démarche de prévention des risques, mais sans doute pas le seul. Vous nous avez vraiment bien permis de partager votre point de vue de la démarche de prévention avec cette notion de pouvoir associer les salariés, d'être dans la contribution également, de partir des situations réelles de travail. Donc, moi, il me semble qu'on a posé les bases de cette auto-évaluation dont parlait Monsieur Ferreira tout à l'heure avec la grille de l'INRS et qu'on pourra plus facilement aborder, je dirais, la suite, en fait, dans le cadre du webinaire du 23 mars, en espérant qu'on soit aussi nombreux, c'est-à-dire la préparation, en fait, du projet d'évaluation des risques professionnels. Donc vraiment, au nom de la FHP, nous vous remercions, Jean-Louis et moi-même, pour ce webinaire extrêmement riche et puis cette interaction avec les nombreuses questions-réponses qui ont pu être posées. On vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Merci à tous les participants également. Merci en tout cas. Merci beaucoup à l'équipe de ma région. Même que je ne suis plus président de la FHP Sud-Est, mais toujours le plaisir. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.